Walmart, loin de se reposer sur ses lauriers, orchestre une transformation profonde de son modèle économique. Porté par une croissance solide et une diversification stratégique, le groupe démontre une capacité d'adaptation qui redéfinit les contours du commerce de détail moderne. Alors, il faut se dire une chose. Actuellement, l'économie mondiale navigue en eau trouble. Walmart affiche une santé robuste néanmoins parce que même si vous allez vous dire oui, mais le pourcentage n'est pas élevé. Regardez la taille du chiffre d'affaires de Walmart. Même si c'est 1%, c'est déjà beaucoup. OK? Donc, après une croissance d'environ 5% pour son année fiscale 2025, la société anticipe 2025. Son année fiscale 2025 s'est terminée le 1er du mois de janvier. Actuellement, on est sur l'année fiscale 2026 qui termine le 26 du mois de janvier. Donc, la société anticipe une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 3% pour l'exercice fiscal 2026 qui s'achèvera en janvier prochain. Cette performance n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie agressive de gain de part de marché. Historiquement perçu comme le champion des prix bas ou des bas prix, c'est comme vous voulez, Walmart a su faire évoluer son image. Le géant américain renforce sa domination dans le secteur de l'épicerie, qui représente toujours près de 60% de ses ventes aux États-Unis, tout en gagnant du terrain sur les marchandises générales ou bien sur les produits non alimentaires. Par exemple, tout ce qui concerne ici les produits pour les jardiniers, ce genre de choses-là. C'est pas moi, des produits pour le salon. Bref, essentiellement des produits, des denrées non périssables, on va le dire comme ça. Donc, cette progression s'appuie sur une proposition de valeur élargie où la qualité perçue et la commodité jouent désormais un rôle aussi crucial que le prix. L'un des piliers de cette évolution est l'expansion de sa place de marché en ligne, la fameuse marketplace, qui accueille un nombre croissant de vendeurs tiers, enrichissant ainsi considérablement son offre. Donc, ça devient un peu comme Amazon Third Party qui permet ici à des vendeurs tiers d'accéder à sa base client. Walmart fait la même chose. Donc, au-delà de son cœur de métier, la véritable révolution se situe dans le développement de nouvelles sources de revenus bien plus rentables. Ces activités autrefois annexes connaissent une croissance fulgurante. On y retrouve la publicité ciblée via la régie Walmart Connect, les services d'abonnement comme Walmart Plus ou encore la monétisation de ces données et les services logistiques proposés aux vendeurs de sa marketplace. Donc, je vous ai toujours dit, pour ceux qui se rappellent, ou bien pour ceux qui vont au-delà des chiffres, vous pouvez aller vérifier. La publicité dans les magasins rapporte de plus en plus d'argent. Target, Costco, peut-être même Carrefour, je n'en sais rien du tout. Mais la publicité ramène beaucoup d'argent parce qu'en fait, quand vous voyez la publicité dans un magasin comme Walmart, vous êtes poussé à acheter parce que le produit, il est là. Il est au niveau des étalages. C'est différent de voir une publicité sur YouTube, aller dans un magasin Walmart pour en bénéficier. Vous êtes déjà dans le magasin. Et si vous avez l'application en date d'aujourd'hui, c'est encore mieux. Donc, Walmart a des relais de croissance déjà par rapport à sa base, à son activité principale. Donc, on a des segments de croissance adjacents ici qui rentrent à peu près dans ce qu'on faisait à la base, ici, notre cœur de métier, à savoir l'épicerie. Donc, ces nouvelles branches affichent une croissance supérieure à celle de la vente au détail traditionnelle et permettent d'améliorer significativement les marges de l'entreprise. La publicité, c'est à marge élevée, les amis. Le third party, c'est à marge élevée. Tu dis à quelqu'un qui veut vendre des verres que, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je te loue des places d'entrepôt. Je te permets ici d'accéder, de faire de la publicité, de proposer ton produit sur la plateforme Walmart ici. Et si quelqu'un achète, il n'y a pas de souci. Moi, je livre ça pour toi, moyennant une commission. Aussi simple que ça. Donc, pour le grand public, cela se traduit par une expérience d'achat plus personnalisée et intégrée. Pour l'entreprise, il s'agit d'un virage stratégique vers un modèle économique hybride à la fois commerçant et plateforme technologique. Cette diversification est complétée par des initiatives internes visant à optimiser les coûts, notamment grâce à l'automatisation et à une pénétration accrue de ces marques distributeurs réputées pour leur marge confortable. Combien de fois je vais parler des marques distributeurs sur cette chaîne? Il faut continuer à regarder les chiffres, mon cher ami. Mais sache que tu es en train de spéculer. Si tu es d'accord avec ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si tu veux faire de l'analyse fondamentale, il faut aller au-delà des chiffres. Et il faut surtout se poser les bonnes questions ou apprendre à se poser les bonnes questions. Je continue. Donc, la stratégie de croissance de Walmart ne se limite pas au marché américain et au monde digital. Les opérations internationales demeurent un contributeur essentiel à la performance globale avec des marchés clés comme le Mexique, la Chine, l'Inde et le Canada qui affichent une dynamique ou bien un dynamisme de croissance notable. Les clubs entrepôts
un peu à la Costco, fonctionnant sur un modèle d'adhésion, poursuivent également leur expansion. Signe que le commerce physique n'a pas dit son dernier mot, le groupe a récemment annoncé des plans d'ouverture d'environ 150 nouveaux supercentres et magasins de proximité, ainsi qu'une trentaine de clubs entrepôts supplémentaires. Loin d'opposer les canaux, Walmart joue la carte de la complémentarité, où le magasin physique devient une plateforme de service, un point de retrait pour les commandes en ligne et un maillon essentiel de la chaîne logistique. Et je rappelle une chose, le problème de la vente en ligne, ce sont les retours de produits. Et donc, les magasins physiques ne vont pas disparaître. Au contraire, ces magasins sont complémentaires des différentes plateformes en ligne. C'est pour ça qu'Amazon va avoir tendance soit à ouvrir des magasins, soit à avoir des partenariats avec des entités qui ont des magasins partout. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais retourner mon produit Amazon, avant, je devais aller dans un bureau de poste ou bien demander ici à Canada Post de venir récupérer le produit quand c'était possible. Mais aujourd'hui, je peux aller chez mon dépanneur du coin, déposer mon produit pour un retour Amazon. C'est un avantage. Donc, c'est-à-dire que les commerces de proximité, les magasins physiques ont encore de l'avenir. Et quand on réfléchit comme ça, il faut également se dire que ça a une répercussion sur les rates commerciales. Oui, les amis, on ne va pas juste analyser une entreprise du point de vue distributeur en fermant les yeux. Non, il faut vous dire également qu'Amazon ne détient pas tous ses magasins, elle loue également. Donc, ça a des ramifications sur d'autres industries. Apprenez à faire de l'analyse fondamentale sérieusement, les amis. C'est important. Sinon, achetez des ETF. Et ce n'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas une honte, c'est une bonne chose. Nous, on a choisi de faire du stock picking et on veut le faire sérieusement. Donc, quand on veut le faire sérieusement, on pose toujours des questions. C'est important. Malgré ces perspectives positives, elles restent exposées à des vents contraires. L'évolution des habitudes de consommation, les tensions tarifaires internationales, la volatilité des devises, une concurrence toujours plus vive et la nécessité de réinvestir massivement, que ce soit dans la modernisation des magasins ou dans les salaires des employés, nous sommes en période d'inflation, constituent autant de défis à surveiller. Et donc, la question à se poser concerne ici, on va se dire ceci. La trajectoire de Walmart actuelle, d'accord, c'est l'actuelle, et montre que la résilience et la croissance ne dépendent plus seulement de la maîtrise d'un seul métier, mais de la capacité à construire un écosystème diversifié. En devenant une entreprise de technologie et de services autant qu'un distributeur, Walmart ne se contente pas de vendre des produits. Il valorise ses actifs les plus précieux, à savoir la base de clients, ses données et son infrastructure logistique. Ça a de la valeur. Quand vous regardez une entreprise, demandez-vous toujours ce qu'elle peut faire demain qu'elle ne fait pas encore aujourd'hui. Airbnb va proposer des hôtels. Peut-être qu'elle le fait déjà. Je n'en sais rien. Mais Airbnb est un concurrent sérieux à Expedia et Booking. Très sérieux. Uber également est un concurrent sérieux à ces différentes entités-là. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que demain, Uber ne va pas devenir un Amazon? C'est possible, les amis. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'avoir des entrepôts et permettre à des gens de vendre directement sur sa plateforme. Oui, les amis. Il faut aller plus loin que ce que vous voyez en date d'aujourd'hui. Ce sont des relais de croissance. Certes, ça n'existe pas pour le moment, mais ça pourrait exister. Qu'est-ce qui les en empêche? Pourquoi ne pas demain vendre des produits d'assurance automobile? C'est possible. Je n'en sais rien. Bref, ce que l'entreprise fait aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire, surtout dans le monde digital, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne pourrait pas faire autre chose tout en continuant à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et tout ceci résulte de la base client qu'elle a déjà en date d'aujourd'hui, ainsi que de ses données, sans compter son infrastructure, surtout au niveau de la distribution, de tout ce qui concerne ici de la vente au détail. Parce que d'aucuns vont dire ici, oui, mais Walmart, c'est parce que c'est Walmart qu'on achète. Non, c'est parce que Walmart est partout et elle a habitué les clients ici à se dire que quand vous allez dans un Walmart, vous avez les prix les plus bas. Je me rappelle, il y avait une promotion qui existe même toujours, même si c'est assez implicite. Si vous entrez dans un magasin concurrent à Walmart et que vous trouvez un prix plus bas d'un produit qui est vendu au Walmart, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller avec la facture chez Walmart,
et on va vous vendre le produit au même prix. Même pas la facture, vous allez avec le prix du concurrent. Que voici ça. On me vend ce verre-ci à 5 $, chez le concurrent, vous le vendez à 25 $. Ils vont vous faire le même prix. Oui. Ah, ça fidélise un client, les amis. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un produit en ligne, vous n'allez pas sur Google demander c'est combien, machin truc. Vous allez sur Amazon parce que vous pensez avoir un meilleur prix chez Amazon. J'ai bien dit vous pensez, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose. OK? Donc, la question que moi je vous pose, et vous pouvez répondre à cette question dans le club Top Invest, le lien en description de la vidéo, ou bien dans nos prochains lives au sein du club Top Invest, dimanche prochain, où je répondrai essentiellement à toutes vos questions liées au stock picking. Alors vraiment, si vous avez des questions liées au stock picking, je m'en fous de la question de manière générale, venez me la poser, je vais y répondre. Je prendrai le temps d'y répondre en profondeur. On sera entre nous. Ça évite de faire une vidéo sur YouTube où voilà, 5 personnes sont là, 10 personnes. Non. Si on est 10, on sera 10 et ça sera 10 questions. On va répondre au maximum de questions aussi sans être tenu par le temps. Je rappelle, c'est dimanche prochain, le lien en description de la vidéo. Donc, cette évolution d'un acteur, d'un leader établi soulève une question fondamentale pour quiconque s'intéresse à la création de valeur, à savoir, au-delà du produit ou du service initial, comme je l'ai tantôt mentionné précédemment, quelles sont les opportunités cachées et les actifs inexploités au sein d'un modèle d'affaires qui pourrait, demain, en devenir le principal moteur de profit. Parce que les entreprises ont parfois des actifs cachés qui sont peut-être inexploités. Et vous devez parfois vous poser ce genre de questions-là. Ça pousse à la réflexion. Donc, pour ceux qui recherchent l'information de premier niveau, Walmart vaut combien? Est-ce qu'il faut acheter en date d'aujourd'hui? Franchement, si vous êtes encore à ce niveau-là, s'il vous plaît, allez un peu au-delà de ce narratif-là. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si Walmart est sous-évalué ou pas du tout. Est-ce que c'est un bon business? Est-ce qu'elle fait bien les choses aujourd'hui? Walmart, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Voilà, c'est un business qui se négocie à 25 fois, en moyenne à 20 fois les bénéfices. Sur les dernières années, ça monte à 25 fois les bénéfices. Pourquoi? À plus de 25 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y a de la croissance. On a une croissance de plus en plus élevée sur les dernières années. Ça pourrait continuer, mais Walmart, en termes de maturité, va avoir tendance à redescendre un tout petit peu aux alentours de 15 à 20 fois les bénéfices. Bon, vous allez me poser la question de savoir, Thierry, tu vas acheter Walmart à combien? Idéalement, pour moi, Walmart, ce n'est pas un business que j'aimerais acheter à plus de 50 $. C'est mon prix. Faites ce que tu veux acheter Walmart à moins de 200 $, c'est ton problème. Moi, pour maximiser mon rendement sur coût d'acquisition, c'est 50 $. Et c'est mon prix. Je ne suis pas en train de te dire ici que Walmart vaut 50 $. C'est mon prix. Encore que ça pourrait même valoir 50 $. OK? Dépendamment du risque que moi je perçois après la lecture des rapports financiers et des coûts des conférences call. Pour investir avec conviction, il faut lire ces rapports financiers. Et vous pouvez lire les mêmes rapports financiers, utiliser la même méthode d'évaluation, mais vous allez avoir des raisonnements complètement différents. Parce que vos analyses ne seront généralement pas les mêmes. Parce que toi, tu vas peut-être préférer Walmart parce que c'est le magasin de ton enfance, tu as l'habitude d'avoir des prix très bas et tu as toujours été satisfait. Moi, j'aurais peut-être un avis différent parce que je ne connais pas Walmart. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Qui a tort, qui a raison? Moi, je dirais que les deux ont raison. Il y en a un qui investit parce qu'il connaît le business, etc. Il s'identifie à ce business-là. Et il y a un autre qui n'investit pas parce qu'il n'y a pas d'attache, peut-être qu'il ne comprend pas bien. Voilà, il se dit, voilà, il y a quelque chose qui me manque au niveau de mon raisonnement. Donc, ce n'est pas une mauvaise décision non plus. Tu ne vas pas lui dire, ah, tu as tort de ne pas investir sur Walmart. Non, on investit d'abord sur ce qu'on comprend en date d'aujourd'hui. Si on ne comprend pas, on n'y investit pas. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si tu achètes une entreprise à 100 $ parce que tu penses qu'elle est sous-évaluée et que demain matin, la même entreprise que tu achètes à 100 $ se retrouve à 20 $ à l'action, il faut être capable d'acheter plus. Si tu n'es pas capable d'acheter plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne valait pas de la peine de l'acheter déjà la première fois. La conviction, ça sert à ça. Il y a des gens qui achètent une entreprise parce que ça monte, mais quand l'opportunité se présente, ils commencent à paniquer. N'est-ce pas? Ce qui fut LVMH en date d'aujourd'hui. Vous pensez que un investisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui investit uniquement sur une entreprise dont le prix monte matin, midi, soir? Non, c'est justement parce que c'est en période difficile qu'on reconnaît les vrais investisseurs. Si vous êtes en train de paniquer, c'est peut-être parce que vous ne connaissez rien sur le business et ce n'est pas plus grave que ça, mais il faut le reconnaître, mais n'allez pas dire que « ouais, mais c'est une mauvaise entreprise parce que vous avez perdu de l'argent ». Non, 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 non. Vous avez mal fait vos devoirs. Assumez.
Un investisseur assume, surtout quand on fait du stock picking. C'est pour ça que le stock picking demande un peu plus que, le raisonnement de surface. Il faut aller au-delà. Il faut lire entre les lignes. Il faut apprendre à lire entre les lignes. OK? Vous aurez beau lire tous les livres sur le stock picking que vous voulez. Tant que vous n'avez pas pratiqué, tant que vous n'avez pas vécu un marché baissier ici, vous ne pouvez pas vous estimer être un investisseur long terme. Moi, je le dis toujours, ça fait plus de 10 ans que j'investis, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis un investisseur long terme. Je n'ai jamais vécu un véritable marché baissier. Oui, je le dis. J'en ai vécu plusieurs, des petits soubresauts 2016, 2020, etc., 2022 pour certains secteurs d'activité, mais je n'ai jamais vécu un marché baissier. Où tout est dans le rouge, moins 50%, c'est à ce moment-là que je te pose 1 milliard de questions. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Les petites soubresauts du marché m'ont appris une chose. Plus je comprends l'entreprise, mieux je comprends l'entreprise, plus j'ai envie de continuer à investir, même quand tout va mal. OK? Parce que les prix qui sont là aujourd'hui, ça dépend des éléments qui sont passés hier. Mais demain, vous pouvez entendre que Walmart ici, c'est pas moi, on va le dire quoi ici? Il y a peut-être eu il y a peut-être des gens qui ont acheté des produits à Walmart, qui ont été empoisonnés, enfin, qui ont eu une intoxication alimentaire, et que tous ces produits-là se sont retrouvés dans tous les Walmart dans le monde entier. Et ça peut créer ici une panique de manière générale. Toi, l'investisseur, la question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que cette situation est durable ou temporaire? Pour moi, c'est une situation temporaire qui aura sans doute un impact à court terme, mais ça pourrait entacher la réputation du business. Mais ça dépend de comment est-ce qu'elle va gérer cela. Et à moi de juger si elle a envie de bien faire les choses en date d'aujourd'hui. Et quel est le risque que j'aimerais mettre, quelle est la somme que j'aimerais mettre à risque au sein de cette entreprise-là? Et à quel prix? Je vous ai dit que c'était $100, $50 par mois. Peut-être que si on a un problème demain, ça sera peut-être moins que ça. Rien n'est gravé dans la roche, les amis. Voilà. Donc, si vous voulez faire du stock picking sérieusement, vous avez des questions, venez nous rencontrer ici dans le club. D'accord? On a un live dimanche prochain. Tous les liens sont là. D'accord? Maintenant, au niveau de l'évaluation, qui est la partie la plus facile. Aujourd'hui, Walmart va s'échanger. Voilà, c'est une entreprise, la croissance est élevée, etc. Parce qu'il y a ces relais de croissance-là. Tant mieux. Mais ça reste quand même, quand je dis croissance élevée, on reste quand même sur du 5%, etc. Moi, je ne vais pas acheter du Walmart à 25 fois les bénéfices. Excusez-moi, je ne peux pas faire ça. Pour Walmart, pour moi, idéalement, c'est 20 fois les bénéfices. Donc, je mets $65. OK? Je prends un tout petit peu les bénéfices nets attendus en janvier 2028. Ça fait $65 moins la dette nette d'aujourd'hui. 65 moins 7. On va tomber grosso modo ici à 58. Et donc, Walmart, est-ce que cette compagnie mérite d'avoir une place dans ma watchlist? C'est l'autre question qu'on va se poser. Si c'est oui, je viens ici, Consumer Staple. Je pense que Walmart, ça sera dans les Consumer Staple. Si ma mémoire est bonne, on vient ici, WMT, Historical, ouais, c'est ça, Consumer Staple, et je viens là, Walmart. Donc, si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez savoir qu'est-ce que je pense de Walmart en date d'aujourd'hui, quel est mon target price et à quelle date a été effectuée l'analyse en question. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Pour ceux qui veulent vraiment soutenir, merci, c'est bien, mais soutenir, c'est encore mieux. Donc, c'est un tarif unique, les amis. Donc, on vient ici, comment on appelle ça? Tech. Parce que rien ne m'oblige à faire une analyse sur Walmart. Je le fais parce que j'ai fait une note d'analyse sectorielle par rapport à ça. Moi, j'aime bien lire mes rapports financiers, écouter mes conférences calls, mais ceci n'est que mon avis, d'accord? C'est une question de culture générale et vous remarquez ici que il faut déjà avoir envie de le faire. Walmart, je ne la détiens pas en portefeuille, même si c'est une entreprise que j'ai déjà eu en portefeuille par le passé. Mais c'est toujours assez intéressant de voir à peu près comment est-ce que l'entreprise évolue dans le temps. Parce que rien n'exclut que demain, qu'une opportunité d'investissement se présente à nouveau. Okay? Donc, on s'est dit ici que Walmart, c'était $58 à l'action. C'est mon prix. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu peux avoir un avis complètement différent. C'est la raison pour laquelle je te montre comment est-ce que j'arrive à la conclusion. OK? Donc, Walmart, WMT. On est là. La dernière fois, c'était combien? $51. Je mettrais 58. La dernière vidéo qu'on a fait sur Walmart, je ne sais pas, ça date à peu près, je ne sais pas de combien de temps, mais bon, on mettra celle-ci en date d'aujourd'hui. Et boum, c'est à ça que servent ces dates-ci. Tu peux savoir qu'OK, Thierry a fait une vidéo sur TPB, Turning Point Brand, c'était en septembre 2024.
Et elle était sous-évaluée à cette période-là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, elle ne paraît pas sous-évaluée. Mais voilà, ça peut vous permettre de savoir qu'est-ce qui est intéressant ou pas du tout. Mais ça mériterait également une mise à jour. Donc, quand ça date de plus de 3 mois, vous pouvez me demander de faire une mise à jour, de manière générale. OK? Donc, pour moi, Walmart en droit d'aujourd'hui, c'est 58 $. C'est mon prix. Tu n'es pas content, ça, c'est ton problème. De manière générale, ici, le point de vue dividende. Si Walmart me distribue la totalité des dividendes ici, la totalité des bénéfices nets en dividendes, je reçois 2,60%. Aujourd'hui, c'est 0,97. Ne viens pas me dire que oui, mais le dividende est petit. Non, mon ami, si tu l'avais acheté, le raisonnement n'est pas le bon. Si tu avais acheté du Walmart ici à 20 $ à l'action et qu'elle te distribue en date d'aujourd'hui 1 $ de bénéfices de dividendes, ça ressemble à 5%. Et si elle te distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2028, alors que tu l'as acheté à 20 $, ton rendement sur coût d'acquisition, c'est combien? 16%. Oui, c'est comme ça qu'on réfléchit par rapport aux dividendes. Donc aujourd'hui, Walmart, mon plafond de verre à 2,60 $, c'est 2,60%. Et par rapport à 2028, si jamais on arrive à générer 3,25 $ par action, en prenant le prix actuel, je le mettrai à 98 $, ça donne à peu près un rendement de 3,31%. Rien d'intéressant pour moi, je passe ma route. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Tu as un avis différent? Lis tes rapports financiers, écoute tes conférences call, viens me dire en commentaire pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord par rapport à X ou Y. Pour ceux qui veulent aller plus loin que les chiffres ambiants ou bien qui veulent en apprendre plus sur le stock picking en posant des questions, retrouvez-nous dans le club, dans l'accélérateur ou bien soutenez la chaîne avec la watchlist et on se donne rendez-vous ou bien le top premium, c'est comme vous voulez. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Est-ce que ça vaut la peine de vous demander de liker, de vous abonner, faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Merci, au revoir.